Bonjour madame, bonjour monsieur. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous donner un suivi approprié sur la question des droits d'accès des parents qui sont visés par une ordonnance en protection de la jeunesse en vertu de l'arrêté ministériel du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 220-006. Donc, vous savez que la semaine dernière, j'ai transmis par voie de huissier au ministre Carman une mise en demeure dans le but d'entretenir une discussion positive sur la situation. Maintenant, je dois vous dire que je n'ai pas eu de réponse dans les 72 heures que j'avais demandé au ministre. Maintenant, l'histoire nous montre une chose. C'est que lorsqu'on est interpellé de la sorte, on a deux choix qui s'offrent à nous, deux options. C'est-à-dire que dans un premier temps, lorsque l'on dispose d'éléments ou, si vous voulez, de motifs sérieux, on peut contredire. Et lorsque on ne dispose pas de motifs probants, on a le choix de s'abstenir de répondre ou d'ignorer la demande. Et en pensant qu'éventuellement, il n'y aura pas de suite à cette demande-là de la part de notre interlocuteur, ou encore de chercher un plan B pour interrompre la démarche qui a été mise en place. Maintenant, au cours de ce 72 heures-là, qui s'est déroulé jusqu'à hier soir, il est arrivé un événement, c'est-à-dire que la Cour supérieure a rendu une décision à l'effet que, oui, il semble, selon la Cour supérieure, que la protection de la jeunesse aurait manifestement abusé de son pouvoir discrétionnaire dans ce dossier, en suspendant mur à mur les accès des parents du Québec visés par une ordonnance en droit d'accès. Et par ailleurs, l'avocate montréalaise Maître Assouline avait aussi déposé une demande d'injonction interlocutoire avec une recherche de conclusion sensiblement différente de celle que j'entends déposer. Toutefois, pour une seule cliente. Alors, il en résulte que pour cette cliente-là, les droits d'accès seraient repris à partir de demain, à partir de dimanche. Donc, il en résulte que l'apparence de droit de la cause qui devait être entendue lundi est manifestement moins urgente. Donc, il reste à savoir si ça va être entendu ou pas. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais que on regarde de quoi il s'agit dans cet arrêté ministériel 220-006. Alors voici. Sont suspendus les droits d'accès de l'enfant avec ses parents, grands-parents, toute autre personne, autorisée bien entendu, dans la mesure où la DPJ considère, suivant les recommandations de la santé publique, que les droits d'accès ne peuvent être respectés d'une façon qui protège la santé de la population dans un contexte de la COVID-19. Donc, la DPJ doit permettre l'exécution des droits d'accès s'ils peuvent être appliqués sans représenter une menace à la santé de la population. Je vais vous faire maintenant écouter le message relativement standard d'après l'information que j'ai reçue d'un échantillon assez important de parents avec qui j'ai parlé au cours des 2 semaines, le genre de message qui leur a été transmis par la DPJ. Donc, on écoute. C'est un petit moment privilégié qu'ils ont là, de courte durée. Mais je te dirais que il y a des affaires où on parle au téléphone, c'est pas ce qui
faire, puis ils préfèrent faire autre chose aussi. Là. Ouais. C'est sûr qu'on est quand même limité dans les méthodes qu'on peut utiliser, là, dans le sens où on peut pas, les contacts physiques sont annulés jusqu'à je sais pas quand. Là, fait que, Ça, c'est annulé pour tout le monde, hein, tu me disais? oui, c'est comme ça pour tout le monde. Là. C'est le Québec et peut-être même le Canada au complet. Là. OK. En somme, d'un côté, des parents qui ne sont pas visés par la DPJ sont tenus de respecter les droits d'accès de l'enfant. Et de l'autre côté, les parents visés par la DPJ voient leurs accès suspendus. Et ce, si même dans bien des cas, les deux groupes de parents québécois se trouvent dans des situations manifestement comparables et que le risque encouru pour la santé de la population québécoise est pas tellement différent. Donc, je vous ai déjà donné des exemples, je pourrais vous en donner beaucoup d'autres, mais le but aujourd'hui, c'est pas de vous donner des exemples. Maintenant, on va regarder l'aspect politique de la question. Donc, après avoir transmis une copie de la dite mise en demeure au ministre Carman, à tous les ministres du cabinet du gouvernement caquiste, dans les 48 heures qui ont suivi, bien entendu, comme je vous ai dit, je n'ai pas eu de réponse directe du gouvernement. Toutefois, le point de presse du premier ministre Legault était quant à lui très révélateur de la situation. Donc maintenant, on va regarder un extrait de ce point de presse du premier ministre en date du 30 avril, c'est-à-dire 2 jours après la mise en demeure du 28. Tous les intervenants dans nos DPJ, puis de remercier aussi Régine Laurent, les commissaires qui continuent leur travail, puis qui vont continuer de nous faire des recommandations pour qu'on s'occupe mieux des enfants vulnérables. Et une des façons d'aider ces enfants-là, c'est de retourner nos enfants à l'école. C'est sûr qu'actuellement, il y a moins de signalements. Une des façons de retrouver le même niveau de signalement qu'avant, c'est de retourner ces enfants-là à l'école. Donc... Suite à cette déclaration à l'Assemblée nationale, pour être franc et honnête, je cherche mes mots depuis 2 jours. Et, bon, peut-être que c'est un défaut de vocabulaire, une faute de vocabulaire, de manque de vocabulaire de ma part, mais je ne réussis pas, madame, monsieur, à trouver les mots pour qualifier cette déclaration du premier ministre. Le seul mot qui me revient à la tête constamment, c'est le mot honteux. Et je le dis avec grande déférence pour le premier ministre Legault. Toutefois, dans mon esprit, je ne peux pas concevoir que notre premier ministre vienne nous déclarer publiquement qu'il procède à une réouverture des écoles du niveau primaire dans un but, dans plusieurs buts évidemment, mais dans un but précis tel qu'il l'a mentionné, que les enfants vulnérables puissent avoir des signalements au DPJ qui, bien entendu, seront faits par le milieu scolaire. Cette façon de voir les choses est très questionnante, puisque l'an passé, à pareille date, c'est-à-dire le 2 mai 2019, le premier ministre Legault lui-même a demandé la mise à pied de M. Alain Trudel dans l'affaire de la fillette martyre de Granby. Donc aujourd'hui, il réclame plus de signalements. Et
Concernant la réouverture des écoles, si on regarde sur le plan mondial, on voit que la Chine a commencé à réouvrir des écoles. Toutefois, il semblerait que ce soit plutôt pour les enfants de niveau secondaire, la dernière année du secondaire, ce qui m'apparaît aussi logique, puisque ces enfants-là sont en voie d'obtenir leur certificat d'études élémentaires pour passer aux études supérieures. Et apparemment, selon l'UNESCO, cela se fait uniquement pour certaines régions de la Chine. Quand on regarde le cas des États-Unis, la majorité des écoles sont fermées à ce moment. Bon, éventuellement, quelques écoles vont réouvrir, mais dans la grande majorité, il semblerait que les écoles vont rester fermées jusqu'à la fin des cours. Du côté du Canada anglais, c'est à peu près le même son de cloche. Certaines provinces ont déjà annoncé une fermeture systématique pour l'année scolaire en cours. Toutefois, au Québec, nous avons présentement le plus haut taux de mortalité et de cas actifs. Et nous sommes aux prises avec une problématique qu'on peut qualifier de sérieuse si on se compare au reste du Canada, par exemple. Alors, si 90% des écoles du monde sont fermées et qu'on est dans une situation précaire et qu'on vient de me dire qu'on réouvre les écoles pour avoir plus de signalements à la DPJ, je me questionne sur une pareille démarche. Donc, ma réflexion m'a amené à me questionner sur la source du parti politique qui est la Coalition Avenir Québec. Donc, je vous montre un document. Donc, vous voyez dans ce document-là qui se trouve à être le manifeste qui est à l'origine du parti politique. Donc, en 2011, François Legault s'est associé à un homme d'affaires, M. Charles Sirois, qui est le cofondateur de la Coalition Avenir Québec. M. Sirois a notamment fait l'acquisition d'une société de la couronne qui existait depuis les années 50. Cette société d'État, appelée Téléglobe Canada, était spécialisée dans la construction de câbles de télécommunications sous-marins pour lier le Canada à l'Angleterre et à l'Australie, par exemple. Dans les années 70, Téléglobe Canada fut un serveur pour des appels directs entre le Canada, l'Angleterre et l'Allemagne et Hong Kong, etc. En 1987, Téléglobe Canada a été vendu au privé par M. le Premier ministre, l'honorable Brian Mulroney, pour la somme de 500 millions de dollars. Vers la fin des années 90, Charles Sirois s'est classé au 4e rang des hommes d'affaires les plus puissants au Canada. En 2000, Téléglobe a été revendu pour la somme cette fois-ci de 6,5 milliards de dollars. Et M. Sirois en aurait récolté 850 millions à lui seul dans cette transaction. 2 ans après, la dite compagnie Téléglobe annonçait sa faillite. Donc, dans le document que vous avez à l'écran, il est manifeste que la création de la CAQ a été réalisée entre M. Legault et M. Sirois. Et j'attire également votre attention sur la présence du docteur Lionel Carman, à qui j'ai adressé la dite mise en demeure, à laquelle ce dernier n'a pas répondu la semaine passée. Donc, ce manifeste nous fait comprendre que la priorité absolue de ce parti politique est orientée vers l'éducation. Et bien plus, le manifeste affirme que la CAQ ne craindra pas de faire un vigoureux virage. Écoutez, dans la situation actuelle, c'est questionnant.
Je vous rappellerai le contenu d'une lettre qui a été adressée par l'illustre physicien allemand Albert Einstein au père de la psychanalyse, Sigmund Freud. Et dans cette lettre, il était discussion à savoir comment se fait-il qu'une petite clique d'individus puisse en arriver à contrôler, ou si vous voulez, à manipuler les sentiments de toute une population. Et la réponse la plus évidente à laquelle ces deux hommes illustres en sont arrivés, c'est que l'État dispose de la mainmise sur l'éducation et aussi les médias d'une autre part, donc l'usage des médias. Donc je corrige, l'État n'a pas la mainmise sur les journaux, toutefois, c'est par le biais des journaux que l'État, on le sait quand on écoute les nouvelles, quand on regarde les journaux, ce qu'on voit, c'est les informations qui nous sont transmises par l'État, par moyen de communication. Alors, c'est le moyen d'en arriver à ces fins. Maintenant, je tiens à vous rassurer immédiatement. Ce n'est pas dans un but de prêter des intentions aussi despotiques à la coalition Avenir Québec. Mais je me questionne et je préfère croire, à continuer à croire en la bienveillance de M. Legault et de son équipe. Toutefois, suite à cette affirmation selon laquelle on réouvre les écoles et qu'on veut avoir plus de signalements, la seule chose qui me vient à l'esprit, encore une fois, c'est de répondre comme le comte de Frontenac a répondu à Phipps avec sa flotte de bateaux en face de Québec. Je vous répondrai par la bouche de mes canons. Et ce que j'aimerais dire là-dessus, si la CAQ vit actuellement une lune de miel, le peuple québécois pourrait bien voter son arrêt de mort en 2022. Par conséquent, qu'on arrête de baratiner avec la situation des enfants au Québec. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas de politique sur le dos des enfants. Ceci étant dit, très respectueusement, je souhaite que des mesures correctives nous soient annoncées dans les plus brefs délais. Apparemment, selon mes sources, il semblerait que la ministre McCann va corriger le tir, ou tout au moins, suite à la décision de la Cour supérieure qui a été rendue, mettre des mesures en place pour faire en sorte que le pouvoir discrétionnaire du DPJ soit appliqué en respect de l'arrêté ministériel et non pas d'une manière mur à mur comme la chose a été faite jusqu'à maintenant. Et je rajouterais que l'écoulement du temps engendre d'heure en heure des difficultés pour ces parents-là et pour ces enfants-là. Les parents sont affectés. Et à tous les parents que j'ai parlé, tout le monde est pleinement disposé à prendre soin de leurs enfants dans cette période de confinement. Et quand j'ai posé la question à ces parents, croyez-vous que prendre soin de vos enfants en ce moment peut causer un risque pour la population québécoise? La réponse était assez retentissante pour dire que non, absolument pas, pour aucun motif. J'aimerais dire aussi qu'il est manifeste et dominant que l'action du ministère, plutôt l'action du DPJ, sous-tend une question de discrimination et de stigmatisation. La stigmatisation étant vécue comme un profond discrédit
de ces personnes-là, qui provoquent un sentiment d'infériorité et qui laissent des marques à long terme. Donc, sur la stigmatisation et l'action du gouvernement, j'aimerais qu'on entende encore une fois quelques mots du premier ministre lors d'une question qui lui a été posée le 24 avril dernier. Alors, on écoute. Prochaine question, Mylène Crête, Le Devoir. Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir, vous parlez d'une réouverture graduelle. Avez-vous pensé, par exemple, aux enfants qui sont en famille d'accueil, qui ne peuvent pas voir leurs parents biologiques depuis 7 semaines? Est-ce que vous envisagez des mesures là, pour permettre à ces parents-là et ces enfants-là de se voir comme ils pouvaient le faire avant? Oui, bien écoutez, évidemment, on est dans une situation qui est exceptionnelle. Je peux comprendre que ça crée des problèmes, entre autres, pour les familles biologiques par rapport aux familles d'accueil. On va essayer de régler ça cas par cas, mais vous allez comprendre que, je l'expliquais tantôt, là, il faut que les gens tranquillement se déconfinent, mais tranquillement, graduellement. Donc, est-ce qu'on est capable d'inclure certaines personnes pour aller voir leur famille biologique? C'est du cas par cas. Maintenant, comme beaucoup de parents québécois, j'aimerais préciser que je suis tout à fait en désaccord avec la vision du gouvernement caquiste. Je pense qu'il s'agit essentiellement d'une question de droit. Et ici, il s'agit d'une question de droit de l'enfant d'avoir des accès à ses parents. Donc, je ne vois pas pourquoi les enfants qui sont visés par une ordonnance en protection de la jeunesse ne peuvent pas voir leurs parents comme les autres enfants du Québec. Il y a discrimination selon moi. Maintenant, je vais vous préciser les motifs, pas les motifs, mais les conclusions recherchées par l'éventuelle demande d'injonction interlocutoire provisoire qu'il sera peut-être déposé en fonction des précisions qu'on obtiendra bientôt. Donc, vu l'extrême urgence d'agir, le demandeur demande à la Cour de réduire le délai de 30 jours et de permettre la présentation de la présente demande en urgence. Émettre une injonction interlocutoire provisoire valable pour une durée de 10 jours et ce faisant, ordonner au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec de 3 choses. Reprendre sans délai un examen exhaustif de l'ensemble des décisions prises par les directeurs de la protection de la jeunesse et les personnes autorisées par ces derniers, c'est-à-dire l'ensemble des suspensions des droits d'accès visés par l'arrêté ministériel. Deuxièmement, transmettre à tous les administrés qui sont visés par la présente demande d'injonction, c'est-à-dire tous les Québécois qui sont visés par une ordonnance en protection de la jeunesse, de transmettre à ces derniers un document écrit expliquant clairement les motifs précis, justes et concordants avec le dit arrêté, et ce, dans un esprit de transparence irréprochable pour justifier l'absolue nécessité de maintenir la suspension des accès des administrés. Troisièmement, publier un algorithme décisionnel accessible, par exemple par le biais de la page de la COVID-19 du ministère, précisant les critères d'analyse détaillés sur la question de la suspension de tout droit d'accès parent-enfant et définissant les motifs sérieux emportant un risque de préjudice causé par le maintien du dit droit d'accès, eu égard à la santé des Québécois. Donc, que le gouvernement soit transparent et qu'il explique quel est le risque pour ces parents-là. Maintenant, pour conclure, je vais m'adresser aux parents à qui j'ai parlé et aux autres parents qui sont visés par des ordonnances en protection de la jeunesse au Québec. Premièrement, je vous demanderai de prendre quelques minutes de votre temps,
bien entendu, il n'y a pas d'urgence en ce moment, mais de prendre quelques minutes de votre temps pour détailler, avec des phrases courtes le plus possible, sur 2 pages à peu près, et m'envoyer ça par courriel. Je vais vous laisser l'adresse courriel tantôt. Et je vous garantis la stricte confidentialité sur ces dossiers-là. Deuxièmement, aujourd'hui, je vous demande, madame, monsieur, de bien vouloir publier la vidéo d'aujourd'hui, afin que on puisse s'unir dans cette cause-là, pour l'intérêt de nos enfants, pour l'intérêt de la famille québécoise. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Québec est une nation francophone de 8 millions d'habitants, encerclée par 400 millions d'anglophones. Et si on continue, l'administration publique continue à briser les liens familiaux, comme le fait la DPJ en ce moment, je ne donne pas cher de la peau des prochaines générations québécoises. Ceci étant dit, Madame, Monsieur, encore une fois, je vous adresse mes meilleurs vœux et espérons que demain, pas demain, mais lundi, que nous aurons une réponse favorable du gouvernement et que le gouvernement nous aura entendus. Parce qu'il en va de des enfants qui pleurent, qui ne dorment pas et qui souffrent en ce moment. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Je vous reviendrai pour la suite des événements. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Je n'ai plus de temps